Afrique, traditions et défis actuels, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Nos invités sont sur le plateau. Merci de recevoir avec nous Victoire White. Madame, bonjour. Vous êtes consultante en gouvernance, vous êtes arrivée sous droit de l'Angleterre pour notre émission. Merci à vous pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Merci à vous aussi, monsieur Louis-Albert Mukulumbundu Mouké. Merci, madame. Vous êtes analyste politique. Nous allons donc parler de l'Afrique et puis parler de ses traditions et de la réalité aujourd'hui, si j'arrive à le dire. On parle de défis actuels. Que sont ces défis? Quelles sont les traditions? Est-ce que c'est antinomique l'un et l'autre? Est-ce que chacun peut continuer son bonhomme de chemin sans s'émouvoir de toutes ces mutations sociales, encore une fois? Voilà, autant de questions que nous nous posons pendant ces 26 minutes. Alors, monsieur, je vous donne la parole. Vous êtes le seul homme sur le plateau. Hommage à vous. Qu'est-ce qui vous interpelle aujourd'hui, à mi-chemin entre les traditions africaines et les défis actuels? J'aimerais quand même que l'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Parce qu'on a toujours tendance à croire que les traditions africaines nous empêchent à avancer, à aller de l'avant, puisque l'Afrique est en retard par rapport à d'autres continents, principalement l'Europe, où nous sommes. Et moi, je m'oppose catégoriquement à cette façon de voir les choses. Je pense que dans toutes les traditions, que ce soit européennes, africaines ou asiatiques, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. C'est à nous de voir quelles sont ces bonnes choses-là que nous pouvons utiliser pour que l'Afrique aille de l'avant. Et je crois que l'Afrique a beaucoup de potentialités. L'Afrique a des problèmes absolument qu'elle doit résoudre pour que nos différents pays, pour que le continent avance. Et je crois que vous suivez l'actualité comme moi. Depuis un certain temps, quand je regarde les médias ici en Europe, en Amérique, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique a de l'avenir. Le continent de demain, la croissance, ça sera l'Afrique. L'Afrique est là, encore vierge. Et bien c'est à nous, les Africains, de savoir capitaliser tout cela pour que nous puissions sortir du bourbier dans lequel nous sommes plongés depuis des décennies. Alors, tout est encore possible, nous dit monsieur. Madame, vous avez la parole. Par lequel des points souhaitez-vous pouvoir commencer? Je dirais d'abord qu'il faudrait qu'on définisse ce que c'est la tradition. Et je crois que la tradition, c'est l'ensemble des choses, des pratiques, des pratiques que nous transmettons de génération en génération. Ça peut être sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan social, enfin, tous ces niveaux-là. C'est vrai ce qu'il a dit, mais aussi à cause du thème que nous avons choisi, que nous débattons ici, je pense qu'il faudrait d'abord peut-être parler de pourquoi on parle de tradition africaine et les défis actuels. Quelque part, il y a un problème, certainement. C'est pour ça que nous en parlons. Mais en fait, il y a tellement un problème que quelqu'un comme Sarkozy, le président Sarkozy, a dit à Dakar que l'Afrique... et là, vous le citez, allez-y, je vous prie. Et que l'Afrique l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire à cause de... n'est pas entré dans l'histoire. Et comment... n'est pas assez entré dans l'histoire. Oui. Fin de citation. Alors, l'histoire de qui? Voilà peut-être une question. L'histoire mondiale. Et c'est de ça qu'il veut parler. Et pourquoi quelqu'un qui n'est pas africain s'interroge? Pourquoi ne s'interrogerait-il pas? Après tout, on a le droit d'avoir un regard sur la Chine, même si on n'est pas de l'Asie. Non, mais justement, donc, nous les Africains maintenant, il faudrait qu'on se dise, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que l'Africain, à cause de tous les faits historiques que nous avons vécus, que nous avons connus, qui sont la déportation, l'esclavage, le colonialisme, et puis, bon, je dirais tout dernièrement, l'inégalité technologique, fait que nous sommes plongés dans un complexe qui fait qu'on n'arrive plus à définir cette vérité-là. Comment est-ce que ressortir... Comment relever ce défi? Alors, si vous êtes d'accord, on va revenir sur un point. Je sais que vous voulez intervenir, monsieur. D'ailleurs, je vous laisse, au regard de ce que vient d'énoncer madame, la vérité,
comme dirait quelqu'un, il y a ta vérité, ma vérité, il y a la vérité avec un grand L. Où est la réalité quand autrui, alors autrui extérieur à un lieu de vie, émet un avis? En quoi est-ce que cet avis-là est celui qu'il faut prendre en compte? Pourquoi faut-il absolument s'émouvoir sur ce qu'un tel dit d'un tel autre? N'y a-t-il pas une responsabilité individuelle à se positionner, à accepter les choix que l'on a faits, à peut-être fermer les oreilles à ce que dit autrui et à vaquer son petit bonhomme de chemin? Oui, la responsabilité, présentement, je peux vous dire qu'il y a une part de responsabilité dans les chefs des dirigeants africains, dans ce que l'Afrique connaît comme situation catastrophique dans un certain nombre de choses. Mais est-ce que les populations peuvent se soustraire à cette responsabilité? Parce que finalement, le dirigeant, il n'y en a qu'un seul, on va dire, et puis l'équipe gouvernementale, mais la population en nombre est bien plus nombreuse. Est-ce que la population se sent tenue d'avoir une quelconque responsabilité dans le destin qui est le sien, dans ce qu'elle fait, dans les traditions, dans les perspectives d'avenir? Oui, les populations ont un mot à dire par rapport à l'avenir de notre continent, l'Afrique. Mais malheureusement, force est de constater que les mécanismes qui sont mis en place ne permettent pas à nos populations de s'exprimer convenablement. Mais enfin, monsieur, nous parlons de tradition. Si une population décide, dans une autre émission, nous parlions par exemple d'une pratique telle que l'excision, si un peuple pense qu'il faut faire comme cela, il n'y a pas un dirigeant, on a beau écrire une loi, on sait que les lois sont faites pour être transgressées. Donc on voit bien que les populations ont quand même les coups des franges. Écoutez, moi, je vous ai dit tantôt que dans toutes les sociétés, il y a des mauvaises et des bonnes pratiques. C'est à nous de savoir quelles sont les bonnes pratiques à utiliser pour que nos pays aillent de l'avant. L'excision, ce n'est pas des pratiques encourageantes. Et pourtant, si elle dure depuis la nuit des temps, on peut à juste titre s'interroger. Mais alors, pour ne pas rester sur ce sujet-là, juste sur un point, est-ce que ce qu'on appelle tradition, n'est-ce pas ce qui est porté et transmis et perpétué par les populations elles-mêmes d'une génération à une autre, indépendamment de ce qu'un État colonial, gouvernemental pourrait décider? Bien entendu, c'est vrai, parce que moi, je ne pense pas que les traditions ici pourraient... On pourrait parler de l'État ici, franchement, parce que c'est la population, c'est la collectivité qui est responsable de cela, pas seulement l'État en tant que tel. Mais je dirais que pour parler de la tradition en Afrique, et le défi dont on veut parler ici, c'est parce que quelque part, on ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a peut-être connu l'histoire de l'Afrique, oui, mais quelque part, nous devons aussi participer à cette tradition universelle, Mais quelle est la part de l'Afrique dans cette tradition universelle? C'est ce qu'on doit se poser comme question finalement. Donc, comme l'Afrique est le berceau de l'humanité... M'entend-on dire? Voilà. Est le berceau de l'humanité, et aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on parle de l'Égypte d'antan, on sait qu'il y avait une civilisation quand même qui était... L'Égypte était considérée comme les États-Unis qui avaient... donc l'Afrique avait son hégémonie en ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on la perde? Et maintenant, qu'est-ce que nous avons hérité en perdant cette hégémonie? Qu'est-ce qu'on a gagné au change? On a perdu quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a gagné à la place? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et finalement, il faudrait qu'on s'asseye pour voir, comme maintenant je viens à vous, il faudrait qu'on s'asseye pour voir qu'est-ce que dans cette tradition-là, on peut ressortir qui va revaloriser de façon collective, de façon officielle, l'Afrique elle-même maintenant. Alors, tout de même, madame, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que le mot tradition varie d'un point à un autre, même à l'intérieur du même pays. Peut-on espérer, peut-on envisager que véritablement les pays, les populations s'accordent autour, à gauche, à 5 km d'un village à un autre, là on boit son vin de palme avec la main gauche, là-bas avec la main droite, chacun vous dit mordicus que c'est la tradition, que c'est comme ça et qu'on ne doit rien y changer. Peut-on espérer qu'il y ait une tradition pour l'Afrique tout entière? Moi, je pense que c'est possible. Parce qu'on a l'exemple du Japon. Quand ils ont eu ce complexe-là, parce que nous, on vit notre complexe actuellement, mais sans rien faire. Alors que le Japon, qu'est-ce que le Japon a fait? Ils se sont interrogés sur le fait qu'ils ont regardé le modèle chinois qui
ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'il fallait laisser les Chinois venir les apprivoiser, je dirais, avec leur culture. Qu'est-ce qu'ils devraient faire devant cette situation? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont interrogés collectivement et appelé chaque village et chaque culte pour voir exactement comment est-ce qu'ils pouvaient implémenter, je dirais, une tradition collective qui va être maintenant cette identité japonaise-là. Et ils l'ont réussi avec ce qu'ils appellent le shintoïsme. Le shintoïsme. Alors, monsieur, sur ce que nous dit madame, sur l'idée de fédérer les uns et les autres autour d'un modèle unique, pensez-vous que cela soit véritablement possible d'être mis en place? Le modèle unique, je crains. Moi, j'ai dit tantôt que le problème en Afrique ne se pose pas en termes de tradition seulement. Je dis, en Afrique, il y a des bonnes et des mauvaises traditions, comme en Europe ici. Mais est-ce que c'est un clivage entre bon et mauvais, ou un clivage entre ce qu'il y a eu jusqu'à une certaine période et ce qui peut se mettre en place désormais au regard de la mondialisation, au regard de ce qu'il n'y a plus véritablement de frontières? N'est-ce pas là le propos? Oui, est-ce que c'est un jugement de valeur? Le problème, il faut partir du diagnostic que l'Afrique a connu. Vous savez qu'en Afrique, il y a eu des royaumes qui ont bien fonctionné, d'après les historiens. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Afrique se retrouve dans cette situation? L'Afrique est en retard. Elle s'est endormie sur ses lauriers, peut-être. Il y a eu l'esclavagisme, la déportation des Noirs qui sont allés construire le bonheur aux États-Unis. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur, juste pour ajouter de l'eau à votre moulin. Oui. D'autres cultures, d'autres peuples, d'autres pays ont eu aussi des parcours, on va dire, tumultueux. Il y a eu des guerres, il y a eu des invasions, ça et là. Également. En quoi est-ce que la situation de l'Afrique est telle qu'aujourd'hui, il faille caresser sans cesse la nostalgie de tout ce qu'il y a eu et faire valoir que c'est un prétexte pour que les choses soient ainsi? Non, ce n'est pas un prétexte. Je pense qu'il faut parler des faits. Il ne faut pas parler des choses de façon un peu superficielle. Moi, j'aimerais relever les faits. Les faits sont tels que la colonisation, le néocolonialisme, la domination qui continue jusqu'aujourd'hui en Afrique, constitue un frein pour le développement de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne se lève-t-elle pas comme un seul homme, comme dirait madame? Parce que nous avons des individus à la tête de nos pays africains qui pensent qu'il faut d'abord se servir au lieu de servir le peuple. Non. Tout ça ne relève pas seulement d'une culture ou d'une tradition africaine. Même ici, en Europe, où nous sommes, l'Europe a connu ce genre de situation. Mais c'est des gens qui se sont organisés. Vous avez tantôt fait allusion à la Chine. S'il n'y a pas eu dans l'histoire de la Chine un homme comme Mao, je ne pense pas que la Chine aurait connu le progrès qu'elle connaît aujourd'hui. Ce Mao dont on dit par ailleurs que c'est un dictateur, on ne dit pas que du bien, vous n'êtes pas sans le savoir. Alors si vous êtes d'accord, nous allons regarder une tradition quelque part en Afrique, hein, d'un pays à un autre, on la retrouve. Voilà donc une tradition que vous avez dû voir, l'escarification.
ce n'est qu'un exemple. Cela vous interroge-t-il? Faut-il, au regard des défis actuels, partir voir je ne sais qui et quel dermatologue ou je ne sais pas quoi pour enlever ces scarifications que l'on porte, qui ont leur signification dans un contexte donné? Est-ce que les défis actuels sont ceux qui doivent donner le là, un peu comme dans la mode? On dit qu'au printemps prochain, on portera des jupes courtes ou des jupes longues, je ne sais pas quoi, et tout le monde se rue vers ce modèle-là au détriment de ce qu'il y avait et qui était très bien pourtant. Bon, moi je dirais que dans la tradition, il y a, comme il disait, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais quelque part, j'ai parlé tout à l'heure d'une tradition universelle. Et je disais aussi tantôt que l'Afrique était le berceau, d'après ce qui a été dit, de l'humanité. Et donc, quelque part, on a cette responsabilité-là de faire ressortir la vérité. On ne va pas attendre encore que d'autres personnes la fassent pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vérité, justement? Cette vérité, c'est quoi? J'en viens. Oui. Vous retrouverez, par exemple, au Nigeria, il y a des thèmes qu'on retrouve en Israël et qui sont franchement, même, on dirait, entre parenthèses bibliques, quelque chose qu'on appelle l'éphod. Et l'éphod a la même réalité en Israël, que ce que ça représente dans la Bible, c'est ce mot-là n'a pas changé, on l'appelle l'éphod. Et on a nos coutumes, la circoncision par exemple, je ne parle pas de l'excision, mais la circoncision est faite dans différents pays qui ne sont pas seulement en Afrique. Donc, quelque part, où est-ce que nous, on a pris cette tradition? Et vous savez, il y a quelque chose qui réunit, que les gens ne parlent pas de ça souvent. Il y a le concept de la semaine. Le concept de la semaine. Nous avons le concept du mois. On sait que le mois est donné par les signes, la lune, le soleil, l'année. Mais la semaine, le concept de la semaine, pourquoi on a déterminé, qui a dit que ça devrait être 7 jours dans la semaine? Et pas 8 et pas 6. Et pas 8 et pas 6. Et pourtant, en Afrique, dans nos villages, ils savent aussi que bon, c'est 7 jours de la semaine. Ils n'ont pas attendu les colonisateurs pour savoir. Mais si tout le monde est d'accord que c'est 7 jours, finalement, la cohésion est au rendez-vous, quelle que soit l'origine de cela. Si les uns et les autres s'accordent autour de... C'est pour ça que je dis qu'il y a une tradition collective à laquelle qu'on doit rejoindre. Et que c'est ce qui fait que nous avons ce complexe-là. C'est à nous, maintenant, nous Africains, de pouvoir ressortir la vérité. Qui sommes-nous et pourquoi ces empoints, ces scarifications que vous voyez, qui ne sont pas... Qui sont des rites d'initiation, qui sont une carte d'identité en quelque sorte. Aujourd'hui, il faut avoir une carte d'identité, une carte de séjour. De ce temps-là, et peut-être encore aujourd'hui, là où on le pratique, cela désigne qui on est, tout simplement. Est-ce que franchement, ils en ont besoin? Alors, monsieur, a-t-on besoin, pour parler des scarifications, un commentaire là-dessus? Chaque époque a ses réalités. Aujourd'hui, je vois des gens avec des tatouages partout. Oui. Je me dis, est-ce que c'est fondamentalement, c'est différent de ce que nous avons vu là? Bon, je ne sais pas, c'est aux historiens de nous éclairer là-dessus. Mais moi je dis, tantôt comme disait madame, l'Afrique doit intégrer le monde, doit donner sa contribution dans la civilisation universelle. Mais l'Afrique subit cette civilisation universelle. Pourquoi l'Afrique subit-elle? Pourquoi ne prend-elle pas, elle a donné le cas du Japon, en quoi est-ce que l'Afrique aujourd'hui ne pourrait pas avoir ce sursaut? L'Afrique est faible de par ses dirigeants, ses départs. Mais les dirigeants ont bon dos, monsieur. Vous savez très bien que si un dirigeant décide qu'il y a des mesures d'hygiène et salubrité, qu'il faut aller à la fontaine prendre de l'eau, qu'il ne faut pas verser de l'eau par terre, par exemple, aucun coup de bâton ne fera en sorte que les populations adhèrent. Si elles veulent continuer à faire leurs besoins dans la nature, si elles veulent continuer à s'entêter en disant on peut manger les mains sales, nos grands-parents n'en sont pas décédés, nous on peut continuer, vous pensez bien que les dirigeants ne pourront rien y faire? Non, mais c'est un problème, c'est pas seulement à ces niveaux-là qu'il faut voir. Mais c'est un exemple concret. C'est une question. Car souvent, les bonnes pratiques ont du mal à rentrer là où ce qu'on considère comme tradition a déjà fait son œuvre. Je vous ai cité le cas des royaumes en Afrique qui ont bien fonctionné, du Zimbabwe, en Égypte, au Congo, chez moi, il y a eu des royaumes qui ont très bien fonctionné. Et si l'Afrique a reculé, je vous ai donné des faits historiques. Je n'aimerais pas qu'on s'attarde autour des éléments de tradition pour croire que toutes les traditions ont eu un impact négatif sur notre société. Ici, il y a eu aussi des mauvaises pratiques.
partout. Mais ce n'est pas ça qui détermine la survie, qui détermine le comportement d'une population. Il faut avoir des hommes qui sont convaincus, qui acceptent de faire l'effort pour faire avancer l'Afrique. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Quand je dis hommes, c'est avec grand H. Et femmes avec petit F. Alors, madame, je dis qu'on revient... Puisque le thème était tradition africaine et défis actuels... Quels sont ces défis d'ailleurs? Parlons-en, ces défis actuels. Les défis, c'est de faire en sorte qu'on puisse être aussi dans le même wagon que tout le monde. C'est ça, justement. Ils ont détruit leurs forêts. Nous avons encore nos forêts. Oui, mais donc il ne faut pas les suivre totalement. Oui, on ne peut pas les suivre totalement. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est de voir ce que l'Afrique a de bon et puis faire en sorte qu'on puisse vendre aussi aux autres. Est-ce qu'on arrive? Est-ce que l'Africain pense à cela? Est-ce que l'Africain se réfléchit, s'assoit, différentes nations s'assoient et voit ce qu'on a en commun? L'Union africaine, il s'asseye de temps en temps. Oui, mais justement, on parle de tradition africaine. Là, maintenant, c'est-à-dire, c'est ce qui fait. Le complexe de l'Africain, c'est du fait que, il ne sait pas comment... il ne sait pas comment valoriser son identité. C'est de ça qu'on parle. Et comment est-ce qu'on peut se présenter face à ce défi-là? Il faut trouver la solution. Donc, moi, je dis, on pourrait revoir dans nos nations les choses qui sont récurrentes, des traditions, des pratiques qui sont récurrentes. Et on s'assoit, et celles qui sont bonnes, comme vous dites, on les préserve, et celles qui vraiment, madame, tout de même, pour s'accorder sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est encore toute une histoire. Il faudrait au moins 50 autres années pour que les gens se fédèrent autour de ce qui est considéré comme étant bon. C'est purement subjectif. Chacun veut garder qu'il pouvoir pour lui, qu'il bien-être pour lui. Donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ça n'est pas gagné que de procéder ainsi, monsieur. Non, mais je crois que c'est facile à distinguer le mal et le bien. Donc, en Afrique, nous avons des gens réfléchis qui sont capables de se mettre au travail, de voir ce qui est nécessaire à faire pour l'Afrique. Je vois par exemple certains dirigeants africains, pour gagner l'estime des grandes puissances, ils font chez eux, ils élaborent des lois contre les homosexuels et consorts. Ce n'est pas une priorité pour l'Afrique. Je n'ai rien contre ces gens. Mais on en parle un peu ces derniers temps. J'ai vu par exemple le président Obama aller en Afrique dire qu'il faut cesser de persécuter les homosexuels. Je suis d'accord, mais c'est le même discours, il n'ira pas le tenir en Arabie Saoudite. Donc chaque peuple a ses réalités, chaque peuple a ses traditions, ses coutumes, sa culture. Et dans chaque culture, il y a des bonnes et de mauvaises choses. C'est à nous de faire la part des choses. Ici, il y a pas mal des Français qui vont consulter les voyants. Ce n'est pas seulement l'affaire des Africains. Donc, moi, je crois que les Africains doivent cesser de se culpabiliser en disant « nous avons eu des mauvaises... » Et peut-être d'accuser les autres aussi, non? Non, nous n'accusons pas les autres, mais nous parlons des faits que nos parents ont vécu, qui ont une incidence négative sur l'avenir de l'Afrique. 2 minutes avant la fin de cette émission, madame, sur quel point voulez-vous ne pas manquer d'insister? Non, c'est de faire en sorte qu'on réfléchisse vraiment. On réfléchisse vraiment sur nos traditions africaines et comment est-ce qu'on pourrait relever. Moi, j'estime que l'Afrique a donné maintenant au monde. Et il y a beaucoup de vérités. Ces vérités qui sont cachées doivent être révélées maintenant. Et il faudrait que l'Africain n'attende pas que ce soit l'Européen qui écrive son histoire. Nous devons nous asseoir et franchement réfléchir. Parce que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, je reconnais quand je voyage les mêmes traits qui se passent, des mêmes faits qui sont dans mon pays. Donc je suppose que nous avons une histoire commune et si ensemble on prend des géostratèges, des sociologues, des ethnologues et que clairement on réfléchit sur qui nous sommes et où allons-nous, c'est sûr qu'on a quelque chose à vendre aux autres et ce sont eux qui vont nous suivre. Un point, et je vous demanderai de donner vos avis respectifs avant de rendre l'antenne. Est-ce que la tradition, c'est quelque chose qui peut se soustraire au monde extérieur? Est-ce que ce que l'on trouve en Asie, en Chine, en Afrique ou partout ailleurs, est-ce qu'il est dit que ce soit seulement issu du terroir? Il y a bien ce mixage à un moment avec les populations qui se fréquentent, qui partagent, qui échangent, quelque chose qui fait que dans telle ou telle tradition, on trouve
des choses venues complètement d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se soustraire à cela? Est-ce que la tradition est homogène, monobloc, vraiment? Ça dépend. Moi, je pense que, d'abord pour répondre à cela... Et pour finir? Je souhaiterais d'abord que les Africains s'unissent. Nous devons nous unir parce que si nous ne sommes pas unis, les autres continueront à peser sur notre destin. Votre mot de la fin, il y a l'Union madame. africaine, il y a l'Union européenne. Votre mot de la fin, madame. Je dirais que ce que je suis en train de... Je le répète encore, je dis que nous sommes le berceau de l'humanité et que nous avons beaucoup à donner. Et donc, c'est à nous de remettre la vérité en place. Et c'est aux Africains de revoir, de mettre en exergue, de révéler qui ils sont à l'extérieur, au monde extérieur. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Nous espérons avoir suscité la réflexion chez vous. Continuez là sans nous. Alors, adressez vos mails à Lady vous écoute. @telesud.com. Au revoir.